Dans cette capsule, nous allons faire un bref retour sur les concepts de base en probabilité et par la suite, on va introduire le concept de capteur probabiliste, donc de modéliser les différents bruits qui existent via les fonctions de probabilité. Pourquoi utiliser les lois de probabilité en robotique? C'est pour tenir compte des incertitudes et des bruits qui vont être liés aux mesures des capteurs, au déplacement du robot et aussi pour bien modéliser notre méconnaissance de l'environnement. On va donc utiliser les variables aléatoires pour représenter nos mesures, les actions du robot, ainsi que l'état du robot qui, lorsqu'on va faire de la cartographie, va inclure aussi la connaissance de l'environnement, par exemple la position des différents points de repère. Qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Ça va être une variable qui va prendre des valeurs au hasard et on va la définir dans un espace soit discret ou continu. Ces variables aléatoires vont être régies selon des lois de probabilité. Donc, si on commence par les variables définies dans un espace discret, le classique, par exemple, serait une variable x qui représenterait le lancer d'une pièce de monnaie. Donc, on aurait deux états possibles, soit pile ou face. Le deuxième objet d'intérêt ici, ce serait un dé. Donc, un dé a 6 faces. Donc, les 6 états que le dé peut prendre, c'est la valeur de 1 à 6. On va attribuer une probabilité à chacun des événements discrets. Par exemple, pour une pièce de monnaie qui est parfaite, on va avoir une probabilité de 0,5 ou 50% si vous préférez, pour tomber sur pile ou sur face. Pour un dé à 6 faces, encore là, un dé qui n'est pas pipé, on va avoir une probabilité de 1/6 pour chacune des 6 faces de notre dé. Un peu plus proche de nous, si on pense à un robot, on va pouvoir définir, par exemple, des intervalles de position d'un robot. Disons que j'ai un robot qui fonctionne en une seule dimension, donc comme si j'avais un chariot sur un rail. Bien, je peux dire, par exemple, que la probabilité que le robot se situe entre 0,2 entre 10 et 20 cm est de 0,2. Et aussi, donc, j'aurais que si le robot se situe entre 20 et 30 cm, j'aurais une probabilité de 0,3, 0,4 pour 30 et 40 cm et 0,1 entre 40 et 50 cm. Important, les probabilités sont toujours positives. Et aussi, la somme des probabilités de tous les événements possibles doit être égale à 1. Vous avez ici l'équation. Donc, la probabilité que ma variable aléatoire x prenne la valeur C1 plus la probabilité que ma variable aléatoire prenne la valeur C2 et ainsi de suite pour tous les événements C possibles doit être égale à 1. Dans le cadre du cours de robotique mobile, on va utiliser aussi des variables aléatoires qui sont définies dans un espace continu. Les valeurs, par exemple, d'une grandeur d'une personne, le voltage d'un capteur pour une position donnée du robot, une position X, ou l'estimé de la position elle-même, vont être des variables aléatoires qui vont pouvoir prendre des valeurs continues. Pour une variable aléatoire, on va associer une fonction qu'on appelle la distribution de probabilité pour cette variable aléatoire-là. X, ça va être une fonction de densité de probabilité, définie souvent avec une lettre minuscule P, P de X ici. Et important, autant on avait que la somme des événements possibles pour une variable aléatoire définie sur des espaces discrets devait être égale à 1. Ici, on va exiger que l'intégrale de la densité de probabilité soit égale à 1. Par exemple, vous avez ici une distribution, une fonction donc de densité de probabilité pour une distribution uniforme. On l'appelle uniforme parce que la densité elle est égale partout. Donc, vous voyez ici que l'air est égal à 1, puisque ma variable aléatoire x peut prendre des valeurs entre 0 et 1. Et la valeur maximale donc, de la densité de probabilité est égale à 1. Donc, l'air ici, c'est facile, c'est 1. Notez que d'avoir une valeur maximale de 1 n'est pas un requis. Hein. Vous avez ici une seconde distribution de probabilité où la densité maintenant est égale à 2 partout, mais vous voyez que le support de ma variable aléatoire, maintenant, c'est seulement entre 9 et 9,5. Donc, inférieur à 9 ou supérieur à 9,5, la probabilité, donc la densité de probabilité est égale à 0. Donc, je n'ai pas d'événement. Je ne peux pas avoir des valeurs, par exemple, 10 pour cette variable Z. On utilise fréquemment
les distributions gaussiennes, donc les lois de densité normale. Donc, vous avez ici l'équation qui régit cette distribution pour une variable aléatoire de une dimension. Important, on va donc être capable de paramétriser cette densité-là avec seulement deux variables, soit la variable mu ici et la variable sigma. Donc, mu, ça va être la moyenne, sigma, ça va être l'écart type. E représente donc la valeur d'une constante naturelle là, pour les logarithmes dépériens. On voit donc l'équation ici. Le premier terme ici, c'est ce qu'on appelle une constante de normalisation pour s'assurer que l'intégrale de g de x sur les valeurs de moins l'infini à plus l'infini soit égale à 1. Souvent, c'est un terme qu'on va laisser tomber dans nos équations puisqu'on est intéressé principalement à la densité elle-même, densité, disons, relative, non pas la densité non normalisée. De toute façon, on va trouver des façons de renormaliser nos probabilités si besoin est. Ce qui est plutôt important, c'est de voir le terme ici en exposant. Donc, on voit c'est l'écart par rapport à la moyenne, donc au carré. Donc, vous voyez, ça va chuter très, très rapidement. Et c'est divisé, donc la largeur de notre distribution normale est contrôlée par le paramètre sigma ici. Vous avez en bas ici plusieurs distributions gaussiennes, plusieurs distributions normales. Donc, vous avez ici, par exemple, en bleu, c'est une distribution centrée à 0. Donc, vous voyez, la moyenne est de 0 avec un écart. Ici, c'est une variance. Donc, vu que c'est au carré, donc une variance de 0.2. Donc, c'est une distribution qui est relativement pointue. Et à mesure que j'augmente cette variance-là, donc vous voyez ici une variance de 1, une variance de 5. Donc, vous voyez comment la distribution devient de plus en plus évasée. Donc, dans le cas d'un robot mobile, si X représentait la pose du robot en une dimension, ben on dirait que notre estimé de position, il est mieux connu, donc il est plus certain si il suit la distribution en bleu que s'il suit la distribution en jaune. Donc, à l'inverse, on va dire que notre position elle est plus incertaine si on suit une distribution en jaune. Vous avez en vert ici une distribution qui est décalée, donc à -2. Donc, vous avez ici donc la moyenne -2 et un écart, une variance de 0.5. Un exemple ici d'un capteur qui a été caractérisé en prenant de nombreuses mesures. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va venir étalonner nos systèmes. On va prendre beaucoup de mesures, puis on va être capable de calculer la distribution des mesures. On va faire l'histogramme des mesures. Est-ce qu'on voit, par exemple, ici, pour un lidar de type Okuyo, de la compagnie, donc, URG, pardon, de la compagnie Okuyo, on voit donc des distributions des mesures qui, somme toute, sont quand même proches de distribution normale. On reconnaît bien ici la forme d'une distribution gaussienne. Ce qu'on constate, c'est que dépendamment de la couleur de la surface sur laquelle le faisceau laser va avoir un impact, ben on voit que il va avoir un biais qui va être induit par la couleur de cette surface-là. La valeur réelle est indiquée ici. Donc, ça va nous donner donc des biais, donc une valeur de sigma, si vous voulez, sur notre bruit. Si on prend que dans le fond, c'est le bruit qui va causer cette distribution-là. Donc, on va voir ici, par exemple, un biais de peut-être 6-7 mm pour la surface en rouge. Mais c'est important. Ici, ça nous donne déjà une indication de quel est le degré d'imprécision que mon capteur va me donner. Et ici, on parle donc d'une imprécision de l'ordre de peut-être quelques millimètres. C'est important dans le cours de bien utiliser les outils d'informatique qui sont à notre disposition. Ici, j'ai montré un exemple pour MATLAB, mais vous pouvez réaliser tout aussi bien cet exemple-là pour Python. Et important, faites toujours attention lorsqu'on va piger des nombres aléatoires. La plupart du temps, on va utiliser une distribution normale, donc il faut utiliser la fonction rand_n, par exemple. Et ici, donc, ce que je vais faire, donc, je choisis le nombre de piges. On crée un vecteur ici qui contient cette pige-là aléatoire dans la distribution gaussienne. Je fais un histogramme qui va me donner essentiellement une approximation de la densité de probabilité. Bon, ici, je fais xlim pour limiter l'affichage. Et ce qu'on voit, donc ici, le n est égal à 100, ici, le n est égal à 1000, et ici, le n est égal à 10 000. Et ce qu'on voit, c'est à mesure que le nombre de piges augmente, on voit donc que la distribution effective là, se rapproche de plus en plus de la distribution réelle, donc cette distribution rand_n ici, donc qui est une distribution centrée à 0 avec un écart type de 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Et pourquoi c'est important de bien voir ça? C'est qu'on va faire des techniques de localisation de type Monte Carlo.
Monte-Carlo étant une principauté. Donc, c'est la principauté de Monaco, donc c'est réputé pour ses casinos. Donc, on va faire beaucoup de localisation en faisant des piges au hasard. Et plus on va piger, meilleure sera notre estimation de la forme de la distribution de notre incertitude. Donc, c'est important de garder ça en tête. Plus je pige souvent, meilleure sera ma représentation. Par contre, bien entendu, au niveau du temps de calcul, ça va augmenter, là. Mais c'est quand même important de garder ça en tête. Pour Python, vous avez aussi la librairie NumPy, donc numpy.random.randin, qui va vous permettre de générer de ces nombres aléatoires. Petite question ici. Si je vous dis, quelle est la probabilité d'avoir la valeur x égale à 0.344924,2? Alors, c'est essentiellement cette petite ligne-là ici. La réponse qui peut peut-être être un peu mystérieuse, la réponse c'est 0, puisque essentiellement l'aire d'une valeur ponctuelle est de 0. Alors, je n'aurais pas de probabilité d'arriver à cette valeur-là exacte. Aussi, on peut s'en convaincre en se rappelant qu'entre 0 et 1, j'ai une infinité de nombres réels. Donc, c'est pour ça que ma probabilité, elle est de 0. Donc, mes probabilités, lorsque j'utilise des fonctions de densité, en anglais des PDF, Probability Distribution Function, c'est vraiment basé sur des intervalles de valeurs, et non pas juste une valeur ponctuelle. Donc, reprenons maintenant le même exemple, mais cette fois-ci pour une distribution qui va avoir un support qui est non nul. Donc, ici, c'est de dire c'est quoi la probabilité que la variable aléatoire va prendre une valeur entre 0.5 et 0.8. J'ai en bas ici ma fonction qui représente la densité de probabilité. Je place donc mes deux valeurs, mes deux intervalles, 0.5, 0.8. Et pour obtenir la réponse à cette question ici, je dois simplement calculer l'aire indiquée ici en rouge. Et la réponse, c'est 0.3, puisque j'ai une distribution uniforme. Donc, j'ai 0.3 à la base ici, et j'ai 1 comme hauteur. Donc, en faisant le produit, j'obtiens 0.3. C'est important, c'est aussi une façon de générer des événements aléatoires. Disons que vous avez un simulateur et vous voulez simuler un problème avec un capteur. On a vu pour la méthode Ransack. Donc, on doit parfois gérer des données aberrantes. On doit donc associer une probabilité d'une pige qui va provenir de ce modèle de aberrant, donc d'avoir une valeur qui est très, très grande, très, très différente de la valeur réelle. Donc, on peut simuler cette probabilité-là, par exemple, de S, en faisant une pige dans une distribution uniforme entre 0 et 1. Et si cette pige est inférieure à la valeur S, qui représente donc notre probabilité, ça pourrait être par exemple 0.2, 0.3, alors l'événement va se produire. Sinon, l'événement ne va pas se produire. Donc, illustré, j'ai encore là ma distribution uniforme entre 0 et 1. C'est ce qui sort, dans le fond, c'est ce qui génère les chiffres dans les valeurs aléatoires dans la fonction rand. Et je viens simplement spécifier que je veux savoir, dans le fond, je veux produire un événement s'il correspond, dans le fond, à cette probabilité-là. Donc, c'est pour ça qu'on choisit la valeur de S ici. On a vu jusqu'à date des distributions pour des valeurs, pour une seule variable aléatoire. On doit aussi on va travailler clairement avec plus qu'une variable dans nos systèmes. Par exemple, si j'ai un système à 2 dimensions, j'aurai une variable aléatoire x pour la position en x, une variable aléatoire en y pour la position en y. Donc maintenant, je peux exprimer ma probabilité avec, donc c'est sur ces deux termes-là. C'est ce qu'on appelle les probabilités jointes, puisque j'ai deux variables. Faisons ici un exemple simple pour un modèle avec deux variables aléatoires discrètes. La première sera la température, qui prendrait de la valeur soit chaud, soit froid. Et la deuxième variable sera la météo, neige ou pas de neige. On a donc une table qui va contenir les différentes probabilités exprimant donc la probabilité que deux variables prennent une valeur spécifique. Donc, par exemple, j'aurais la probabilité 0.01 qu'il fasse à la fois chaud et qu'il neige, alors que la probabilité qu'il fasse froid et qu'il neige, elle est clairement plus élevée. On voit ici donc que la probabilité qu'il fasse froid et qu'il ne neige pas, elle est de 0.4. Et ici, donc, la probabilité qu'il fasse chaud et qu'il ne neige pas est de
39,9. Donc, clairement, on voit que c'est la probabilité qu'il fasse chaud, qu'il neige en même temps. C'est une probabilité qui est relativement faible. La taille de cette table des probabilités jointes pour des événements discrets va nous informer un peu de la difficulté à modéliser ces probabilités jointes. Donc, cette table-là va prendre, donc sa taille va dépendre du nombre de variables, aussi du nombre d'états par variable si c'est des événements qui sont discrets. Donc, dans le cas le plus simple, j'aurais une variable qui ne peut prendre que deux valeurs, une variable binaire, soit vrai, soit faux, comme à l'exemple précédent, si vous voulez. Et j'aurais, par exemple, n variables jointes, donc la probabilité que j'ai un événement pour x1, x2 et ainsi de suite. Le nombre d'entrées dans cette table va être exponentiel, donc 2 exposant n, ce qui est une mauvaise nouvelle en soi. Donc, à chaque fois qu'on a un problème où le nombre de données ou le nombre d'entrées dans une table va être exponentiel, c'est problématique parce que le nombre de données qu'on a besoin pour, j'ai dit ici, tuner, donc pour être capable d'estimer ces différentes probabilités-là. Il faut faire des essais, récolter compter les événements et diviser par le nombre d'événements qui sont produits au complet. Donc, le nombre d'exemples va lui aussi être exponentiel. Donc, ce ne sera pas possible, si j'ai un nombre élevé de variables, ce ne sera pas possible de collecter assez d'informations à l'aide d'expérimentation pour être capable de trouver les valeurs de ces différentes entrées dans la table. On peut faire aussi un raisonnement similaire pour les variables continues. Donc, en général, ce que vous allez voir dans le cours, c'est qu'on va essayer d'éviter d'avoir des probabilités jointes où il y a beaucoup de variables qui sont interreliées, ils demandent donc une quantité de données pour identifier les modèles qui est nettement supérieure à si j'avais un modèle où le nombre de variables jointes était faible. Un autre concept important pour les probabilités, c'est celui de l'indépendance. Donc, si on n'a que deux événements A et B sont des événements qui sont indépendants, alors la probabilité jointe A et B est simplement égale à la probabilité au produit des probabilités pour les événements individuels. Donc, il n'y a pas de corrélation entre A et B. Pourquoi c'est important? C'est que ça va venir donc simplifier les mathématiques. Au lieu d'avoir le problème, on avait dit tout à l'heure que lorsque j'ai des probabilités jointes, je vais avoir des tables de probabilités où j'ai des modèles qui sont difficiles à estimer. Alors ici, lorsque je suis capable de factoriser essentiellement mes lois de probabilité en faisant l'hypothèse d'indépendance, alors les mathématiques les équations vont vraiment se simplifier. Alors, ce qu'on va faire dans le cours, c'est qu'on va user de ces indépendances et on va même en abuser. Quand je dis abuser, dans le fond, c'est qu'on va établir que certaines variables, on va faire l'hypothèse qu'elles sont indépendantes, même si elles ne le sont pas. Pourquoi? C'est pour avoir un temps de calcul qui est raisonnable. Sinon, rappelez-vous, en robotique mobile, on doit prendre des décisions très rapidement. Si j'ai une voiture autonome, je dois être capable de freiner avant de causer un accident. Donc, on va prioriser souvent la vitesse de calcul sur l'exactitude des résultats. Ici, je vous présente un exemple d'indépendance que je veux dire abusée. Imaginez que j'ai mon lidar ici qui envoie donc les rayons laser, différents rayons. On va faire des mesures de distance Z1 et Z2. On va faire l'hypothèse en général qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux mesures ici, donc les variables sont indépendantes. Donc, on voit ici que la probabilité jointe d'avoir la mesure Z1 et Z2, ça va être simplement le produit des probabilités d'avoir chacune des mesures de façon individuelle. Maintenant, est-ce que c'est vrai que ces deux variables-là sont indépendantes? Ce n'est pas le cas. Quand on regarde un peu la physique derrière la génération de ces signaux-là, eh bien, on a des murs ici, par exemple, les murs sont continus. Si je suis dans la situation où le faisceau à l'instant Z1 frappe le premier mur ici et qu'au deuxième instant, le faisceau frappe un deuxième mur, alors oui, effectivement, les deux mesures ici vont être indépendantes. Par contre, s'ils vont frapper le même mur, eh bien, les mesures de distance Z1 et Z2 vont avoir sensiblement les mêmes valeurs, donc elles vont être corrélées. Et la corrélation vient de où? Vient de la continuité physique de ce mur. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai que les variables ici Z1 et Z2 sont indépendantes, mais
la plupart du temps, on va faire cette hypothèse qu'elles le sont. Ça va nous permettre de faire des mises à jour de cartes d'occupation beaucoup plus rapidement, puisqu'on va juste mettre à jour des petites cases là, en faisant l'hypothèse qu'il n'y a pas de corrélation entre les mesures Z1 et Z2. Alors, on perd un peu d'efficacité. Ça va nous prendre plus de mesures pour être capable d'arriver au même résultat que si on compte des corrélations. Mais par contre, on va être capable d'obtenir des résultats là, plus vite en termes de temps de calcul. Un concept très relié à l'indépendance des variables ou la dépendance des variables, c'est ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles. Donc, la probabilité d'avoir l'événement A, sachant que l'événement B se soit produit. Alors, comme exemple, si je vous dis qu'il fait chaud, donc ce serait B égale à chaud, vous avez donc une bonne idée qu'il va probablement ne pas neiger dans cette journée-là. Si je vous dis qu'il neige aussi, vous pouvez inférer qu'il fait probablement froid. Donc, vous voyez ici, il y a une dépendance entre les variables. Donc, j'ai de l'information qui percole d'une variable à l'autre. Donc, si j'ai cette dépendance-là entre A et B, ça va donc signifier que l'information sur A va nous donner de l'information, un peu ou beaucoup de l'information sur B et vice-versa. Donc, ça peut complexifier les calculs de probabilité, ce qui n'est pas toujours bon. Les probabilités conditionnelles servent à décrire la probabilité que l'événement A se produise si l'événement B s'est déjà produit. Donc, on le note de cette façon-ci. Donc, vous avez la probabilité de A sachant, le petit barre ici veut dire sachant que l'événement B se soit produit. Si on regarde au niveau graphique, parfois de faire des graphiques comme ça nous permet de mieux comprendre. Donc, ça, c'est l'ensemble des événements possibles, l'espace ici en bleu. Donc, il y a les probabilités d'une variable va être proportionnelle, dans le fond, à l'aire occupée dans l'espace des événements possibles. Donc, l'espace ici, c'est l'espace où l'événement B s'est produit. J'ai ici l'espace en rouge, donc l'espace qui correspond aux événements A qui se sont produits. Et l'événement B s'étant produit, donc j'ai cette aire-ci qui est colorée. Donc, j'ai choisi ici en disant la probabilité que B, j'ai dit, donc la probabilité que B se soit produit, quelle est la probabilité que A se produise sachant que B se soit produit. Donc, B s'est produit, c'est cette partie-là ici. L'événement A et B qui se sont produits, donc A intersection B, c'est la partie ici, là, ça ressemble à une espèce de piment dans les olives. Là. Donc, la partie ici, ça correspond au fait que A et B se soient produits. Et l'ensemble ici, c'est tous les événements où B s'est produit. Donc, en bout de ligne, la probabilité que A se soit produit, ce que ça va être le ratio entre l'aire où A et B se sont produits, donc la partie ici, divisé par l'aire de B au complet, donc l'espace en rond ici. Donc, c'est les probabilités conditionnelles. On peut aussi dire, dans le fond, ici, la probabilité que A et B, donc la probabilité jointe, donc les deux événements soient produits, c'est la même chose, ça et ça, c'est l'équivalent. Donc, en faisant le ratio des deux aires, on est capable de trouver maintenant c'est quoi la probabilité que A se produise, sachant que B se soit déjà produit. Donc, à partir de l'équation des probabilités conditionnelles qui dit que la probabilité que A se produise, sachant que B soit produit, étant le ratio de la probabilité que A et B se produisent divisé par la probabilité que B se produise, ça va nous permettre de concevoir d'autres équations. Donc ici, j'ai la probabilité que A et B se soient produits. On va dire donc c'est égal à la probabilité que B se soit produit, multiplié par la probabilité que A se produise, sachant que B se soit produit. OK? Aussi, on a que la probabilité que de A et B se produisent, c'est égal à la probabilité que B et A se produisent. Dans le fond, l'ordre ici n'importe pas dans cette équation-là ici de probabilité jointe. Et donc, à partir de cette équation-là et cette règle-là ici, ça veut dire qu'on va être capable de trouver une autre égalité. C'est celle-ci. Donc, la probabilité que A se soit produit, sachant que B soit produit fois la probabilité que B se soit produit, est égale à la probabilité que B se produit, sachant que A s'est produit, fois la probabilité que A se soit produit. Donc, c'est une équation qui est quand même très importante. Ça va nous amener vers quoi? Vers la règle de Bayes. Autre théorème important en probabilité, c'est celui de la probabilité totale. On a donc que la probabilité que A se produise est égale à la somme de toutes les probabilités conjointes de la variable A
avec toutes les valeurs possibles, par exemple ici, de la variable aléatoire B. Okay? Donc, on voit que la somme ici se fait sur toutes les instances possibles de valeurs pour la variable B. Et on peut l'exprimer aussi grâce à l'équation précédente comme étant la somme des probabilités que A se produise, sachant que Bn se soit produit, fois la probabilité que Bn se soit produit. On appelle ça de la marginalisation, qu'on fait la somme de toutes les probabilités ici. Pourquoi on appelle ça marginalisation? C'est comme dans lorsqu'on a des tableaux comptables, on a des différentes colonnes. Donc, la somme de toutes les colonnes nous donne la dernière entrée, qui est souvent la colonne qui est dans la marge. Donc, on appelle ça la marginalisation d'une variable. On peut l'illustrer encore là ici. Imaginez que j'ai un rectangle qui correspond à l'ensemble de tous les événements possibles. Donc, l'air va être égal à 1. J'ai ici 3 airs qui correspondent aux trois valeurs, par exemple, que peut prendre la variable aléatoire B. Donc, je peux prendre la valeur B1, B2, B3. Et ensuite, j'ai l'air ici qui correspond aux régions où A s'est produit. Et le terme de probabilité totale, dans le fond, ce que ça va être la somme du premier rectangle ici, plus la somme du rectangle ici, et la somme du troisième rectangle ici. Donc, on peut bien voir que ces trois rectangles-là, lorsqu'on les additionne ensemble, correspondent au grand rectangle rouge, qui lui-même est la probabilité que la variable aléatoire A, que l'événement A se soit produit. L'espérance, ça va être la valeur moyenne que prend une variable aléatoire selon les probabilités que cette valeur-là soit pigée. Donc, on le voit ici exprimé. C'est la somme de la valeur de la variable aléatoire fois la probabilité que cette variable-là prenne cette valeur, donc pour le cas discret. Pour l'exemple du D, ben, ce que j'aurais, c'est 1/6 qui est la probabilité que le D roule du côté expose A, ici 1/6 expose D, 1/6 expose 3, et ainsi de suite. Donc, la valeur, l'espérance d'un coup de D, c'est 3,5. Encore là, ça peut valoir la peine de simuler les trucs dans un ordinateur pour mieux comprendre. Ce qu'on voit ici, donc, c'est que si je simule un lancer de dés que je fais la moyenne, ben, à courte échelle, avec peu de lancers, donc vous voyez ici au début, ça se peut que ma moyenne soit relativement éloignée de la vraie valeur qui est 3,5. Mais à mesure que j'augmente le nombre de coups de dés, que je fais la moyenne, vous voyez comment je me rapproche ici de la vraie valeur. Donc, c'est encore là, j'avais mentionné plus tôt. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres qui dit que les caractéristiques statistiques d'un échantillon se rapprochent des caractéristiques statistiques de la population à mesure que la taille de l'échantillon augmente. Donc, c'est une raison pourquoi, quand on n'est pas sûr, on va piger beaucoup lorsqu'on fait des estimations de moyenne, par exemple, en faisant des piges, là, ce qu'on appelle les méthodes Monte Carlo. Donc, on va piger beaucoup. Il vient, c'est sûr, un temps où, même si on pige plus, là, la diminution de l'erreur n'en voudra peut-être pas le coût de piger. Mais gardez ça toujours en tête. Il faut quand même piger un certain nombre de fois pour avoir une bonne estimation. Dans le cas d'une variable continue, ça va être l'intégrale qui inclut donc la valeur fois la densité de probabilité pour cette valeur-là. Donc, on fait l'intégrale ici. Pour une gaussienne, ce qui est intéressant, vous voyez ici, l'espérance d'une gaussienne, ça va être simplement, sans grande surprise, la valeur mu, là, ici, qui correspond à dans le fond, le centre de la gaussienne. La gaussienne étant symétrique, ben, la moyenne va être égale à son mode, donc la valeur au centre. La variance va nous permettre de mesurer l'étendue d'une distribution. Est-ce que ma distribution elle est évasée ou est-ce qu'elle est très serrée? Elle est calculée, ça va être une espérance, donc ça va être la différence entre les valeurs réalisées par ma variable aléatoire moins la moyenne des variables aléatoires. Donc, on met ça au carré, on fait l'espérance. On l'exprime par sigma ici au carré. Souvent, on va plutôt parler d'écart type, qui est simplement la racine carrée de la variance, puisque l'écart type va être dans les mêmes unités physiques que nos mesures. Par exemple, si on prend des mesures avec un lidar, puis que les mesures sont en millimètres, eh bien, l'écart type va être en millimètres, alors que la variance va être en millimètres carrés. Donc, c'est un peu plus difficile à interpréter. Pour le cas discret, donc, c'est celui-ci. Ça va être la probabilité, la somme, la probabilité que la variable prenne la valeur x
multiplié par x moins la moyenne au carré. Et pour le cas continu 50 surprises, c'est la même chose. On remplace la somme par l'intégrale. Encore là, pour la gaussienne, sans grande surprise, sa variance, c'est simplement sigma au carré. Ce qui est intéressant avec les propriétés de la variance, c'est qu'une constante ne va pas jouer dans la valeur de la variance. Donc, on voit ici, si j'ai le cas plus générique, j'ai une variable aléatoire x qui est multipliée par un facteur a plus une constante b. On voit que la variance, la constante b ne va pas jouer. Et le terme à l'intérieur ici va être sorti de la variance et va être mis au carré parce qu'il y a un terme au carré lorsqu'on fait le calcul de la variance. Donc, si je regarde les deux distributions ici, la distribution en vert à gauche et en rouge à droite, pour deux variables aléatoires, x1 et x2, eh bien, ces deux variables-là vont avoir exactement la même variance. La somme de deux variables aléatoires, x et y, si on regarde les règles des additions des variables aléatoires, on voit donc que la variance de la somme pondérée de deux variables aléatoires, ce que ça va être a au carré, la variance x, plus b au carré, la variance de y, plus 2ab, la covariance xy. Donc, la covariance va indiquer le degré de corrélation entre les variables x et y. Et si on fait l'hypothèse que les variables x et y sont indépendantes, eh bien, ce terme-là va tomber à 0. Donc, c'est une des raisons pourquoi souvent on va faire l'hypothèse que nos variables aléatoires, elles sont décorrélées, donc sont indépendantes, pour avoir le troisième terme ici, égal à 0. Ceci nous amène maintenant vers la modélisation probabiliste des capteurs. Si on avait des capteurs parfaits, que l'univers serait, disons, sans bruit, on pourrait modéliser nos capteurs avec une fonction déterministe, donc pas de bruit. En bout de ligne, ce que j'aurais, c'est j'aurais une variable x ici, là, qui porte une grandeur physique comme la position du véhicule. J'aurais ma fonction de capteur qui simule la prise de mesure et j'obtiendrai la mesure z. Si le système serait statique, donc x ne change pas, la mesure z, elle resterait donc constante entre les différentes mesures. Par exemple, si j'avais un télémètre laser et j'aurais la courbe, disons, suivante pour la fonction du capteur, donc 0,5 volts par mètre, donc à mesure que disons que je m'éloignerais de mon mur, la distance ici en mètres par rapport au mur, on verrait le voltage qui grandirait. Donc, on aurait une fonction de capteur déterministe qui serait la suivante, simplement 0,5x. Pourquoi j'ai utilisé les volts pour cet exemple-là? C'est pas anodin. C'est pour vraiment bien vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir les mêmes unités physiques entre la grandeur qu'on cherche à avoir d'informations. Donc ici, c'est une distance x, je veux savoir ma distance. Et l'unité elle-même physique là, de la mesure, là, qui peut être en volts, en mètres, en millimètres, en secondes, par exemple, un capteur à temps de vol. Donc c'est important ici, j'ai vraiment choisi une unité physique différente. Si on fait un scénario vraiment simpliste, donc pour faire un problème à une dimension, imaginez que j'aurais un chariot que vous voyez ici, qui est installé sur un rail, et je peux donc simplement me déplacer dans cette direction-là. Donc, je peux aller vers l'arrière ou l'avant, mais je peux pas aller de côté. Mon chariot est vraiment bien sur les rails. J'ai sur le dessus ici un télémètre laser. J'ai mon laser qui part en arrière. J'obtiens donc des mesures de distance Z. Et disons que la vérité terrain, donc la valeur réelle, notez qu'en général, on ne va jamais savoir exactement c'est quoi la vraie valeur, là. Mais ici, pour le besoin de cause, on va faire l'hypothèse qu'on la connaît. Donc, vous voyez ici, la vraie valeur, c'est 5,2. Donc, mon capteur, s'il était déterministe, les mesures que j'obtiendrais, ce seraient les suivantes. Je prends une mesure Z1, j'aurais 2,6 volts. Rappelez-vous que c'est 0,5 ma fonction de mesure. Je prendrai une deuxième mesure. Si mon chariot ne se déplace pas, j'aurai exactement la même valeur, et ainsi de suite. Donc, je prendrai 4 mesures, j'aurai tout le temps, exactement la même valeur. Mais ce n'est pas réaliste. On a du bruit qui est toujours présent dans nos mesures. On voit ici un cas plus réaliste. Donc, j'ai gardé la même fonction de capteur ici au niveau de la partie déterministe. Le chariot est toujours placé à 5,2 mètres. Mais cette fois-ci, si on
on prend des mesures avec un vrai capteur, ce qu'on va avoir, c'est plutôt la première mesure Z1, par exemple, serait 2,63 volts. La deuxième serait 2,45. La troisième serait 2,74. La quatrième, 2,71. La cinquième, 2,58, et ainsi de suite. Même si notre véhicule ne se déplace pas. Donc, la variation serait due à du bruit. Où est la source du bruit? Pour l'instant, c'est pas important, mais l'idée, c'est que nos mesures seront toujours bruitées. Donc, on va avoir des résultats qui sont partiellement aléatoires, mais qui vont tendre à être proches de la valeur, disons, non bruitée, la valeur déterministe, qui serait 2,6 volts. Comment est-ce que je fais pour estimer c'est quoi la distribution des mesures pour mon capteur? Ben, on n'a pas le choix, il faut aller en laboratoire, il faut étalonner, il faut prendre beaucoup de mesures. Par exemple, si je prends 1000 mesures, ben, je vais être capable de faire un histogramme des valeurs. Et avec ce histogramme de valeurs, ça va me donner l'information. Bon, la valeur moyenne ne serait pas difficile. Là, je peux juste calculer la moyenne de mes mesures ici. Donc, pour une distance prédéterminée, par exemple 5,2 mètres, je verrai que ben, ma distribution, la moyenne, est 2,6. Et je peux, après ça, venir estimer c'est quoi la variance de la distribution de mes mesures. Et fort probablement, ce qu'on va constater, c'est que je vais avoir une distribution qui va être proche d'une distribution gaussienne, donc une distribution normale. Donc, on peut estimer maintenant l'écart type. Disons que dans mes mesures, j'aurais pu estimer que l'écart type est de 0,17 volts. Donc, mon capteur maintenant, il ne sera plus déterministe. Il va être stochastique. Et on va donc pouvoir simuler la prise de mesure par une pige. Donc, le petit symbole ici, c'est de dire que je pige dans une distribution. Ma distribution, ça va être une distribution normale. Donc, on utilise la lettre N. Et quels sont les paramètres de cette distribution-là? La moyenne, la valeur de mu, ça va être la valeur de mon capteur s'il n'avait pas de bruit. Et on doit ici estimer quelle est la variance du capteur qu'on utilise. Sans grande surprise, je ne vous le cacherai pas, le bruit d'un capteur est souvent en fonction du prix qu'on paie. Plus on va payer cher, plus faible sera le bruit de mesure. On peut le voir aussi dans un diagramme de bloc. J'aurai ma variable X ici, j'aurai une fonction de capteur et on rajoute du bruit aléatoire ici sur cette fonction de capteur-là pour obtenir la mesure Z. Donc, jamais, vous êtes placé ici, là, jamais vous allez observer directement X, c'est toujours via cette fonction de capteur-là et le bruit ajouté, je ne peux pas retirer directement. Indirectement, on va être capable de faire du lissage. Si vous vous rappelez, quand on fait de la moyenne, on est capable de retirer un peu l'impact du bruit, mais c'est vraiment en prenant beaucoup de mesures qu'on peut retirer ce bruit néfaste pour l'estimation de nos variables. Modéliser un capteur dans toutes ses coutures, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que le monde est rempli de bruit. Ça peut être de l'interférence électromagnétique, ça peut être des vibrations, ça peut être du bruit de grenaille, ce qu'on appelle du shot noise dans les caméras, du bruit thermique, du bruit en créneau, du bruit de quantification, etc. Donc, la réalité physique fait en sorte qu'on a d'immenses sources possibles de bruit. Quand je dis immense, c'est pas tant sur la magnitude que sur la quantité ou le nombre de sources possibles de ces bruits-là. Donc, en bout de ligne, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire mon capteur, c'est une distribution. On n'aura pas un modèle déterministe, on va toujours avoir des modèles probabilistes pour nos capteurs. Donc, gardez ça en tête, cette équation-là ici, la probabilité d'avoir la mesure Z, sachant la variable, disons la variable physique X, qui serait ici une distance par rapport à un mur, par exemple. Donc, une bonne partie du travail qu'on va faire ici en classe, ça va être de bien modéliser ces fonctions probabilistes de capteurs. Et plus ces modèles-là seront proches de la réalité, meilleures seront nos estimations. En bout de ligne, ce qu'on veut, c'est estimer X à partir des mesures, et cet estimé-là sur X, comme je l'ai dit, est d'autant meilleur que nos fonctions, nos distributions probabilistes seront bien estimées. Dans l'exemple précédent, j'avais que la version déterministe Z est égale à 0,5x. Dans la partie probabiliste, ben on dirait que Z, c'est pigé d'une distribution normale avec ces paramètres-là. En utilisant des distributions de probabilité,
On va donc maintenant être capable de simuler, de capturer plusieurs effets possibles sur nos capteurs. J'ai un exemple ici qui va peut-être vous paraître un peu exagéré, mais quand même, ça vous montre la puissance de modélisation d'un capteur via des distributions. Alors, mon capteur, il va être très imparfait, comme vous allez le constater. Imaginez que j'ai un capteur donc qui 80% me donne retourne donc une valeur, une mesure qui est valide, mais bruitée, avec un bruit, avec un écart type de 0.25. Je pourrais dire ensuite que 15% du temps, mon capteur, eh bien, par exemple, c'est un lidar, il va manquer la cible et il va simplement retourner la valeur maximale Zmax. Et finalement, je vais dire que 5% du temps, je vais obtenir une donnée complètement aberrante, par exemple, entre 0 et Zmax. Donc, le troisième terme, par exemple, ça pourrait tenir compte du fait que je peux avoir des humains qui se promènent dans la pièce puis qui vont marcher devant, disons que je prends un lidar, là, ils vont marcher entre le mur et le robot et ils vont interrompre le faisceau lidar. Et la probabilité qu'une personne se promène soit proche du robot ou loin du robot, on va dire c'est uniforme. Donc, c'est pour ça qu'on va dire une distribution là, uniforme entre 0 et Zmax 5% du temps. Donc, ce que ça va donner comme distribution finale pour notre capteur, ben, la première composante, donc c'est la composante que je dis que ma mesure elle est valide mais bruitée, donc je prends une distribution normale pour le simuler, et vous voyez comment la distribution va être centrée ici à la valeur, donc, disons, sans bruit de mon capteur. Le 15% du temps qui manque la cible, qui retourne la valeur Zmax, on va utiliser ce qu'on appelle un pic de Dirac. Donc, un pic de Dirac, ce que c'est une valeur, ça prend une valeur infinie lorsque la valeur ici est égale à 0, et sinon c'est 0 à l'extérieur. Pourquoi on a cet infini-là? C'est pour avoir donc une probabilité qui est non nulle lorsqu'on fait l'intégrale. On voit ici, quand je fais l'intégrale de l'infini à moins l'infini, de ce pic de Dirac-là, on va dire par définition que son R est égal à 1. Donc, je suis capable d'avoir des probabilités qui sont pour une masse ponctuelle. On va dire donc, pour Zmax ici, je vais placer mon Dirac. Et finalement, pour capturer la troisième partie, donc c'est une distribution uniforme pour les données aberrantes entre 0 et Zmax. Donc, cette probabilité-là, je vais la diviser 1 par Zmax pour avoir un R de 1 ici. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pondérer par 5%, par exemple. Donc, notre capteur au complet sera le suivant. La probabilité d'avoir la mesure Z, sachant la valeur physique X, ça va être 0.8 fois P valide plus 0.15 fois P manqué plus 0.05 fois aberration. Donc, en bout de ligne, on l'illustre. Ça va être celle-ci, vous voyez, donc la distribution qui part ici, ça c'est la partie uniforme. J'obtiens une bosse qui correspond à la valeur réelle, donc que j'aurais si je n'étais pas bruité. Après ça, ici, c'est encore là, c'est des données aberrantes. Et à la fin, ici, mon pic me dit, voilà, ça, c'est le cas où je n'ai pas réussi à détecter la cible. Donc, avec cette distribution-là, la fonction, la distribution P de Z sachant X, va encoder les trois modes d'opération du capteur. Donc, le mode où ce que j'ai une mesure qui est valide, le mode où ce que j'ai manqué la cible et le mode où j'ai eu une donnée aberrante. Donc, c'est vraiment ça la force de représenter mes capteurs avec des distributions de probabilité. C'est que je vais être capable de simuler un capteur de façon très utile et après ça, pour faire ce qu'on appelle de l'inférence. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement les mesures Z, c'est plutôt de dire, à partir de mesures Z, comment est-ce que je peux trouver la position X, ce qu'on appelle la partie de la vraisemblance, de trouver la vraisemblance de X. Et ça, si je vous donne une mesure Z, c'est très difficile de faire cette inférence-là vous-même. Alors que si on utilise des lois de probabilité, vous allez voir que en prenant beaucoup de mesures, bien entendu, parce que mon capteur ici, il est clairement pas très bon, là, mais en prenant beaucoup de mesures, le système, en utilisant l'inférence, ce qu'on appelle l'inférence bayésienne, on va être capable de retrouver la valeur, la vraisemblance de la valeur X. Donc, quelles sont les valeurs vraisemblables pour le X qui a généré les différentes mesures. Et ça, ce sera le sujet de la prochaine capsule.